Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Make our planet great again. How dare you? People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you? Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Bonjour, je m'appelle Lucas Caltriti, je suis journaliste, vous écoutez Y'a le feu au lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce 10e numéro, je vais vous parler de la climatisation. Oui, parce que nous allons en avoir de plus en plus besoin, il va faire de plus en plus chaud. En 2050, les canicules pourraient être plus chaudes d'1,5 degré comparé à celles que nous venons de vivre cet été 2020 selon Météo France, 44 degrés à Paris, 42 à Lyon, tout comme à Rennes. Et face à cela, logiquement, nous allons chercher à nous rafraîchir et potentiellement acheter des climatisations. Sauf que vous le savez certainement, le principe est de souffler de l'air frais dedans, mais de l'air chaud est rejeté dehors. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui, la climatisation réchauffe-t-elle la planète ? Non, c'est pas le bruit d'une climatisation que vous entendez, c'est celui de mon ventilateur, mais là j'avoue que je rêverais d'une climatisation. Je sais pas combien il fait dans mon appartement là à Paris, mais je pense qu'il doit faire au moins 35 degrés. Le ventilateur en plus il fait que brasser de l'air chaud, ça m'évite. Au final ça m'évite juste d'étouffer, mais je suis en sueur là, je me retiens vraiment de ne pas aller acheter une climatisation. Je vais me contenter d'aller boire un petit peu d'eau fraîche pour l'instant. Je vais aller me prendre une douche aussi. C'est bien une douche. Pour savoir si la climatisation a un rôle dans le réchauffement de l'air, il faut tout d'abord comprendre comment elle fonctionne. Et j'avoue que, très franchement, avant de faire cet épisode, à part me dire que ça souffle de l'air froid, je n'en savais absolument pas plus. J'ai donc fait tout simplement une recherche sur internet. Fonctionnement climatisation. Je suis tombé sur un schéma sur la page Wikipédia, schéma assez confus, et un texte à côté qui disait ça. Un système de climatisation doit non seulement contrer les charges thermiques et hydriques d'un local, mais il doit aussi assurer la qualité de l'air par le renouvellement de l'air neuf hygiénique et bien sûr la filtration de l'air soufflé. Ce qui, n'est pas forcément plus clair, on va pas se le cacher. Mais après plusieurs recherches, j'ai enfin compris ce système qui est assez complexe. Il y a une analogie qui marche assez bien, je trouve. Un climatiseur fonctionne comme un frigo. À l'intérieur, il y a un circuit fermé dans lequel il y a un fluide frigorifique. Ce fluide va absorber la chaleur de l'intérieur pour la rejeter à l'extérieur. Et devant, il y a un ventilateur qui souffle sur une partie du circuit du fluide frigorifique, partie très froide, d'où l'air frais qui sort du système. Mais donc tout le principe du climatiseur, c'est avant tout de rejeter l'air chaud dehors, et en ville, cela peut avoir des conséquences très importantes. 7 chercheurs se sont intéressés aux vagues de chaleur qui touchent la région parisienne. Ils ont montré qu'avec une utilisation généralisée de la climatisation dans la région, la température extérieure, à 4 heures du matin, augmenterait à certains endroits de plus de 3 degrés. C'est l'un des résultats de leur étude parue au début de cet été 2020. Parmi ces scientifiques, il y a Aude Lemonsu. Elle est chercheuse au Centre national de recherche météorologique. J'ai commencé à lui demander pourquoi l'air chaud rejeté par les climatiseurs dans la rue n'est pas immédiatement évacué plus haut dans l'atmosphère. L'air chaud lié à l'usage des climatiseurs peut être rejeté selon la position des climatiseurs, soit au niveau du sommet des bâtiments, soit au niveau des toits, soit au niveau de la rue. Donc l'effet va pas être le même sur la température extérieure. Évidemment, quand les climatiseurs sont positionnés sur les façades des bâtiments, ça va réchauffer directement l'air qui est dans la rue. Alors effectivement, sous l'effet des mouvements d'air, rapidement l'air chaud va être évacué vers
vers l'atmosphère au-dessus, mais on peut avoir malgré tout avec l'accumulation des climatiseurs un sentiment, enfin un réchauffement local dans la rue. On sent bien déjà aujourd'hui quand on passe dans des rues en centre-ville où on a des magasins qui sont climatisés, on ressent très directement l'air chaud quand on passe devant des portes ouvertes de magasins climatisés. Donc ça se ressent très nettement. Finalement, il y a un cercle vicieux qui se met en place. Les îlots de chaleur en ville font que l'on climatise les appartements, les bureaux, etc. Mais la climatisation entretient et même augmente donc la température, ce qui nous pousse logiquement à utiliser encore plus l'air conditionné. Sauf que soyons clairs, c'est absolument inimaginable d'abandonner la climatisation. Et ce n'est même pas qu'une question de confort. Les canicules vont se multiplier, c'est donc également une question de santé publique. Comment faire alors pour limiter au maximum ces effets ? Tout d'abord, Aude Lemonsu évoque le comportement de chacun, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la température à l'intérieur et donc moins climatiser. L'ADEME, l'Agence de la transition énergétique, conseille de ne pas aller en dessous de 26 degrés et qu'il n'y ait pas plus de 5 à 7 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Les deux autres leviers très importants, c'est l'introduction du végétal en milieu urbain, donc mettre de la nature en ville et des sols perméables pour réguler le microclimat par effet d'ombrage lié à la présence d'arbres, l'évapotranspiration de la végétation en ville qui permet d'abaisser un petit peu la température de l'air, et aussi de mieux réguler l'évaporation des sols et la gestion de l'eau en ville. Donc l'implantation de végétation en ville, elle peut se faire soit en mettant des arbres et de la végétation au sol, elle peut se faire aussi en mettant des toitures végétalisées sur les bâtiments qui peuvent être équipés. Et le deuxième levier très important, c'est jouer sur les caractéristiques des bâtiments, en améliorant leur performance énergétique, donc avec une meilleure isolation des bâtiments, ce qui permet d'assurer un meilleur confort dans le bâtiment et donc moins de besoin en climatisation, et aussi l'usage de matériaux réfléchissants sur les façades et sur les toitures qui permettent de réguler le phénomène de stockage de chaleur par les infrastructures urbaines. C'est ce que l'on appelle les surfaces claires. Finalement, en mettant des matériaux plus réfléchissants, le bâtiment va, toute l'énergie reçue par le bâtiment qui vient du soleil va être réfléchie vers l'atmosphère pour une grande partie, et donc ça évite que le bâtiment ne se réchauffe trop au cours de la journée, et donc au cours de la nuit qu'il rejette moins de chaleur vers l'air extérieur, et donc ça a tendance à diminuer le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Améliorer les performances énergétiques des bâtiments, c'est un levier d'action qui peut être très efficace dans les quartiers plutôt de centre-ville où on a une grande densité de bâtiments, alors que l'usage de la végétation, lui, peut être plus efficace dans des quartiers un peu moins bâtis, où finalement on a plus de possibilités de végétaliser l'espace urbain. Là, naïf, je m'enthousiasme un peu, et je demande alors à Aude Lemonsu si le problème est réglé. Eh bien non. Les travaux qu'on a menés, les exercices de modélisation numérique qu'on a réalisés nous montrent que finalement, même en combinant tous ces leviers d'action, on n'arrive pas à assurer un confort complètement qui soit véritablement acceptable à l'intérieur des bâtiments. On garde quand même un certain nombre d'heures où les conditions de confort sont assez mauvaises dans les bâtiments en raison de la chaleur. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la climatisation sous certaines conditions pour assurer quand même son confort, et en particulier pour les populations vulnérables, mais malgré tout, de combiner ça à d'autres leviers d'action qui permettent au moins de limiter les besoins en climatisation et les consommations d'énergie associées. Voilà donc pour ce qui est du réchauffement, j'ai envie de dire immédiat. Mais la climatisation entraîne un réchauffement différé. En d'autres termes, elle participe au réchauffement climatique. Comment ? Eh bien avec ce qui se trouve à l'intérieur du système. Souvenez-vous de ce dont je vous parlais tout à l'heure, les fluides frigorigènes. Ces gaz sont tout particulièrement nocifs pour le climat, à tel point que Paul Hawken, un écologiste américain, et son équipe de 70 chercheurs ont établi une liste de 100 solutions pour inverser le réchauffement climatique. Et la première concerne justement les fluides frigorigènes. C'est ce qu'il a expliqué à mes confrères de Brut.
La solution numéro 1, qui nous a surpris d'ailleurs, c'est la gestion de la réfrigération. Ce sont les gaz qui sont utilisés dans la climatisation et dans les réfrigérateurs. Et la raison est que, d'abord, ces gaz sont 1, 2, 8, 10, 12 000 fois plus puissants que le CO2 en termes de leur potentiel d'effet de serre. Parce que oui, en théorie, il faut le dire, ces gaz ne sont pas censés sortir des climatiseurs. Mais en réalité, il y a presque toujours des fuites, que ce soit au moment de la fabrication, de la maintenance ou lors de panne. Alors, une législation internationale s'est mise en place. Depuis 1987, dans le cadre du protocole de Montréal, la première génération de ces gaz, les chlorofluorocarbures, ou CFC, ont été interdits car ils ont un effet destructeur sur la couche d'ozone. Ils ont été remplacés par les HFC, les hydrofluorocarbures. Là pour le coup, l'effet sur la couche d'ozone est très faible. En revanche, ces gaz contribuent fortement à l'effet de serre. C'est pourquoi eux aussi finalement ont été intégrés dans le protocole de Montréal en 2016. L'accord de Kigali impose une réduction progressive de leur consommation et de leur production. Ce sont donc les HFO qui devraient les remplacer. Eux ont un très faible potentiel d'effet de serre, mais il y a un mais. Le temps, 16 août 2016, la climatisation, fléau pour l'environnement. Aucun composé n'est parfait. Un des produits de dégradation des HFO présente un pouvoir herbicide et persiste très longtemps dans l'eau et les sols, indique Blaise Horisberger, spécialiste des fluides réfrigérants à l'Office fédéral de l'environnement. En attendant, les HFC sont encore présents dans les climatisations et donc dans l'immense majorité des voitures sur la route. Ce qui veut dire que même lorsque vous ne roulez pas, eh bien la clim émet des gaz à effet de serre avec les fuites des fluides frigorigènes. Et à cela, il faut ajouter la pollution lors de l'utilisation. Vous le savez peut-être, lorsque la climatisation est allumée dans l'habitacle, vous consommez plus de carburant. D'après l'ADEME, en ville, l'augmentation est d'environ 2 litres au 100 km, 0,4 litres au 100 sur autoroute, et pour les véhicules récents, c'est un peu moins. Mais ce qui veut quand même dire concrètement qu'il y a une augmentation des polluants avec les gaz d'échappement. En fonction des usages des véhicules, du climat, cela varie bien évidemment, mais l'ADEME estime que les émissions de CO2 sont entre 1 et 7% supérieures sur l'année. Et puis il y a un dernier point à aborder, c'est la consommation d'électricité. Les conclusions de l'étude à laquelle a participé Aude Lemansu sont intéressantes. Alors la consommation des climatiseurs qu'on a évaluée peut paraître peu élevée si on la compare à une consommation d'énergie à l'échelle annuelle, parce que au cours d'une année, il y a une consommation d'énergie prépondérante pour l'usage du chauffage en période hivernale. Mais il faut bien voir que dans notre étude, on se concentre uniquement sur les jours de canicule en été. Donc finalement, en quelques jours de canicule, on va avoir une augmentation quand même de consommation d'énergie qui est loin d'être négligeable si on le regarde à l'échelle d'une journée. Et donc on peut imaginer qu'avec le changement climatique et un réchauffement global, les besoins en énergie au cours de l'hiver vont peut-être diminuer, les besoins en chauffage, et au contraire les besoins en climatisation pourraient augmenter. Donc finalement on pourrait quand même avoir une évolution des équilibres de consommation d'énergie entre usage de la clim et usage du chauffage. Et donc logiquement, si on met sa climatisation moins fort, on consomme moins. Le raisonnement est très basique, mais tout à fait juste. Tout à l'heure, je vous parlais des comportements comme l'un des leviers très importants pour minimiser les effets néfastes des systèmes d'air conditionné. Eh bien, cela se confirme. Le choix des températures de consigne à l'intérieur des bâtiments pour l'usage de la climatisation sont prépondérantes dans la consommation d'énergie qu'on va relever. Et l'étude nous a montré que en jouant sur les comportements et en incitant les gens à augmenter finalement la température de consigne à l'intérieur des bâtiments, on pouvait diminuer de façon drastique la consommation d'énergie. Alors on a testé des températures qui étaient relativement élevées, c'est-à-dire qu'on est parti au départ sur des conditions de consigne de 23 degrés dans un scénario où on suppose un usage
on va dire, massif de la climatisation. Et dans un deuxième scénario d'usage modéré, on a supposé que les gens climatisaient à 26 degrés dans les bureaux et à 28 degrés dans les logements. Et là, effectivement, on voit qu'on a une diminution très importante de la consommation d'énergie et également un effet moins important du réchauffement sur la température extérieure. Donc ça montre que il y a un bénéfice à tenter de communiquer en fait et d'inciter les gens, de sensibiliser les gens à cette question de l'usage de la climatisation. Bon, maintenant, si on élargit le spectre et qu'on regarde ce qu'il se passe ailleurs dans le monde, il faut savoir que sur les 2,8 milliards d'humains qui vivent dans les régions les plus chaudes du globe, seulement 8% ont une climatisation, contre 90% aux États-Unis et au Japon. C'est ce qu'indique un rapport de 2018 de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. En clair, cela signifie potentiellement qu'il pourrait y avoir énormément plus de climatiseurs dans ces pays dans les années à venir. L'AIE craint un boom dans les pays émergents, en Inde notamment. Elle prévoit au total un triplement de la consommation d'énergie pour la climatisation d'ici à 2050, si rien n'est fait. Et en Chine, ce boom a déjà commencé. Les émissions de CO2 liées à l'usage de la clim ont été multipliées par 5 entre 2000 et 2017. L'AIE préconise, pour que le scénario chinois ne se répète pas, d'agir sur l'efficacité énergétique des climatiseurs. Parce que, oui, ils ne se valent pas tous, ceux vendus au Japon et dans l'Union européenne ont tendance à être 25% plus efficaces que les appareils vendus aux États-Unis et en Chine. Bon, et puis pour résumer, comment faire pour rester au frais quand les températures sont de plus en plus chaudes, tout en faisant attention à la planète ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais laisser parler quelqu'un à ma place, non pas par fainéantise, mais parce qu'elle le fait bien mieux que moi. Voici donc les conseils d'Aude Lemonsu. Alors, c'est compliqué d'agir de façon individuelle sur ces questions-là, parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une réflexion en termes de choix d'aménagement par les collectivités locales. Au niveau individuel, donc on a parlé de l'usage de l'énergie dans le bâtiment, donc effectivement là on peut à son niveau agir sur son choix d'équipement clim ou d'usage de la clim. On peut aussi agir en termes de rénovation de son logement, rénovation thermique du logement. Ça c'est aussi une autre façon d'améliorer ses conditions de confort dans son bâtiment, dans son logement. Et aussi il y a l'usage des volets. Et donc fermer ces volets, ça peut paraître assez évident, hein, mais dans les villes qui sont plus au sud, notamment dans les villes du sud de la France, on est très habitué à fermer ces volets au cours de la journée pour éviter que le soleil ne rentre dans l'appartement. Et ça, clairement, ça permet d'assurer, en tout cas de retarder le moment où il va faire très chaud dans le logement. Et on peut aussi ventiler son logement, surtout si on a la chance d'avoir un logement qui est traversant, donc dès le matin ou en fin de nuit, pour rafraîchir l'air dans le logement. Vous avez également la possibilité d'installer des filtres réfléchissants sur les fenêtres. Et si vous voulez utiliser une climatisation, je vous rappelle le conseil de l'ADEME, au minimum une température de 26 degrés et pas plus de 5 à 7 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Vous venez d'écouter le 10e épisode de Y'a le feu au lac, un podcast Ouest France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner ou, si vous le pouvez, à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. À ceux qui l'ont déjà fait, et vous êtes nombreux, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines pour le 11e et avant-dernier épisode de la saison.